Bienvenue dans Culture & Co, votre émission sur la culture en Ile-de-France. Comme chaque mercredi, nous nous retrouvons pour parler d'actualité, rencontrer des artistes, découvrir des métiers d'art et partager des idées de sortie. Et tout de suite, le sommaire. Ouverture de la saison culturelle au domaine de Chamarande dans l'Essonne, un immense jardin public où vont s'organiser séances de cinéma, spectacles et concerts en plein air. Le théâtre au service d'une réflexion autour du pouvoir et de la politique, c'est ce que propose la scène nationale de l'Apostrophe à Cergy-Pontoise tout le mois de mai. Dispersion, la nouvelle création chorégraphique des danseurs de la débordante compagnie. L'art et la manière de faire participer les spectateurs dans les rues de la ville. Rencontre avec le réalisateur Antonio Amaral ou comment produire son film de nos jours avec une grande motivation, des petits sous et des bonnes idées. Focus sur la rappeuse Kidzi, elle n'a que 15 ans et malgré son jeune âge, elle a déjà beaucoup de choses à dire. Nous l'avons rencontrée en répétition pour le Montreuil Mix Festival. Adossé à la falaise de Crais depuis le Moyen-Âge, situé en contrebas des versants du plateau du Vexin, nous ferons la visite de l'imposant château de la Roche-Guyon. Et bien sûr, nous terminerons par de nouvelles idées de sortie. On commence notre tour de l'Île-de-France par l'Essonne, dans la vallée de Juine, avec l'ouverture de la saison culturelle du domaine de Chamarande. Cet immense jardin public ouvre ses portes gratuitement pour 4 mois et demi de festivités. Au programme, séances de cinéma à la Belle Étoile, expositions d'œuvres contemporaines, spectacles et concerts en plein air. Cette année, la thématique évolue autour de l'écologie. Marion Imbert et Marine Orecchini de Téléssonne nous en disent plus. Un écrin de verdure de 98 hectares, le plus grand jardin public de l'Essonne, labellisé Jardin Remarquable, a ouvert ses portes hier. Le site de Chamarande est plus qu'un lieu familial et reposant, il intègre un aspect artistique et propose aux Essonniens de tisser des passerelles entre art contemporain et écologie. Je pense que c'est vraiment fondamental pour les générations futures et pour l'avenir de la planète. C'est une très belle initiative. Le développement durable est donc le point central d'une politique engagée il y a 3 ans par le Conseil général en collaboration avec l'association Coal. Quelques 40 arbres morts sont coupés chaque année. Le bois est réinvesti sur place par des artistes engagés dans la construction d'œuvres contemporaines. On est très content de lancer, on va dire, un peu l'évolution de ce projet autour de art contemporain et développement durable, qui fait une magnifique synthèse entre le jardin, le regard que peuvent en amener des artistes plastiques, contemporains, et puis la liaison avec un plan de gestion différencié, donc toute la gestion écologique sur un site comme celui-là. La programmation est en harmonie avec la nature. Les activités proposées jusqu'à fin septembre seront ouvertes sur l'extérieur, entre danse contemporaine, cirque du soleil et art de la rue. Pour les noctambules du 2 juin, 1 millier de flammes envahiront les jardins et le plan d'eau. Le site invite les promeneurs dans une atmosphère magique et féerique. Direction maintenant le Val d'Oise, au théâtre de l'Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise, qui lance son cycle de spectacles théâtre et politique. Pourquoi les hommes veulent le pouvoir et qu'en font-ils une fois l'avoir acquis? Pour tenter d'y répondre, 6 pièces de théâtre à voir jusqu'au 2 juin. Plus d'infos avec Nadir Rogba de VOTV. La politique investit la scène du théâtre de l'Apostrophe. L'Apostrophe consacre le mois de mai à la question du pouvoir et de son impact sur le citoyen, à travers 6 pièces poétiques et fantaisistes. Une question abordée tant par des pièces contemporaines que par des grands auteurs classiques, Shakespeare ou Corneille. Évidemment, il y a quand même des thématiques qui se croisent, puisque les questions qu'abordent les auteurs de théâtre, les questions qu'explorent les artistes, eh bien, ce sont les mêmes qui sont au fil des siècles, celles que les citoyens sont amenés à rencontrer et vis-à-vis desquelles on est amené à se poser des questions. On essaye dans la sélection que l'on opère d'avoir recours aussi bien à des auteurs du répertoire, comme le sont Corneille ou Shakespeare par exemple, mais aussi des auteurs contemporains comme Jacques Rebautier ou Françoise Duchaxel, pour ne parler que de deux. Les yeux encore fermés sur les rêves du matin, je ne pense qu'à une chose, ouvrir la fenêtre. Françoise Duchaxel, auteure de Ce matin la neige, s'interroge sur la question de l'exil. La pièce retrace l'évacuation des Alsaciens vers la Dordogne après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne le 3 septembre 1939. L'auteur met en scène 2 monologues, 2 points de vue du même événement.
Le texte a remporté le prix Collydrame des collégiens cette année, un jeune public sensible aux questions de l'immigration. Quand on écrit aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui. Donc si on parle d'aujourd'hui, même si c'est pas directement, c'est pas une pièce didactique, c'est pas une pièce de démonstration politique, mais comme ça nous parle d'un événement qui met en scène des jeunes confrontés à une situation difficile, une situation d'exil, une situation de conflit, on y trouve forcément des échos à aujourd'hui. C'est la 3e édition du cycle Théâtre et politique, un thème qui fait écho à l'actualité, à découvrir jusqu'au 2 juin. Retour en images en Essonne, à Sault-les-Chartreux, où la débordante compagnie était en résidence artistique en avril dernier, dans le cadre du festival Jeunes Pousses sur les arts de la rue. Leur dernière création chorégraphique, Dispersion, se danse en espace public. Rencontre avec la chorégraphe Héloïse Desfarges, au micro de Giuseppe Baggio de Téléson. La débordante compagnie est en répétition invitée par Animact. Il s'agit d'une résidence artistique, l'idée étant de permettre aux jeunes danseurs de peaufiner une création intitulée Dispersion. C'est avec 8 danseurs qui jouent avec la masse du public. On propose aux spectateurs de systématiquement changer son point de vue sur ce qu'il se passe dans le spectacle, d'être à la fois à l'intérieur du spectacle et de sentir les choses, pas forcément avec son regard, mais aussi d'écouter le bruit des pas des danseurs, de sentir un frôlement d'un danseur derrière lui. Voilà, il n'y a pas de frontalité dans ce spectacle. Tout se passe autour, tout tourne autour des spectateurs, s'immisce à l'intérieur. Et c'est vraiment le jeu et l'enjeu du spectacle de briser un peu la frontière entre les spectateurs et les danseurs. Dispersion, une chorégraphie en déambulation dans la ville, un spectacle sensible au questionnement. Je m'intéresse beaucoup avec l'imprévu de ce qu'il se passe, tout en ayant prévu beaucoup de choses. Et en fait, le but, c'est d'amener les gens là où on veut les amener, mais tout ça dans une certaine douceur et dans un certain... On se donne le temps qu'il faudra pour que ça arrive là où on voulait que ça arrive. Parce que sous-tend dans ce spectacle une question aussi de maîtrise des masses, de maîtrise du corps public, donc sur fond un peu de questions politiques, sans pour autant brutaliser bien sûr les gens, mais juste sur la question de quelle place nous avons encore dans l'espace public et avons-nous le droit de nous y regrouper, avons-nous le droit d'y réfléchir ensemble, et aussi sur une autre question de l'organisation collective sans une tête pensante. Est-ce que la masse du public va finir par jouer aussi avec nous sans qu'on lui ait ordonné quoi que ce soit? C'est une question secrète. Si ça se passe, c'est très bien. Si ça se passe, c'est pas grave. Le projet Dispersion est en train de voir le jour ici à Sault-les-Chartreux. À vous le plaisir d'expérimenter le travail de la compagnie autour de l'espace urbain et de votre quotidien. On continue en Seine-et-Marne, à Ozoir-la-Ferrière, où Antonio Amaral travaille sur son dernier court-métrage intitulé Graffeuse, dont le tournage aura lieu en août. À 42 ans, ce producteur-réalisateur cultive bien volontiers l'art de la débrouille. Un bel exemple pour tous les cinéphiles désirant passer derrière la caméra. Gaël Le Boulanger de Canal Coquelicot 77 l'a suivi dans ses démarches. Antonio Amaral, réalisateur, aime les situations compliquées. C'est l'histoire en fait d'une jeune femme. Le sujet de son film en est l'exemple type. Il met en scène une fille de ferme qui est aussi passionnée par le graphe. Cette passion est tout simplement une métaphore poétique de la présence urbaine dans les zones plus rurales, partout en France et a fortiori en Seine-et-Marne. Quand on se promène et qu'on observe bien, finalement, au bout d'un moment, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il n'y a plus vraiment d'espace naturel à proprement parler, à part quelques endroits qui sont préservés. La main de l'homme est vraiment perceptible, finalement, aussi bien qu'elle l'est à la ville. Et pour interpréter Kira, son héroïne, Antonio a demandé à Valérie Nataf de travailler avec lui. Cette comédienne a tout de suite été séduite par le profil très atypique de son personnage.
C'est un personnage complètement en marge, marginal, donc décalé par rapport à son environnement. Elle vit à la campagne, elle est fille d'agriculteur, donc elle est ouvrière agricole. En fait, tout ça paraît logique. Et en même temps, elle, ce qui lui plaît, c'est le street art, c'est le graphe, donc ce qui est plus rattaché à la ville. Voilà, on l'imagine plus en banlieue parisienne qu'en province, au milieu d'une ferme. Et voilà, donc c'est ce décalage qui m'a plu. Si le personnage est décalé, le propos du film, lui, fait polémique. Dans l'histoire, Kira rencontre des militants très engagés dans la lutte contre la culture OGM, un thème que le réalisateur évite d'aborder quand il rencontre des agriculteurs susceptibles de lui prêter des lieux de tournage. À l'heure qu'il est, il a finalement trouvé ses décors, de fermes, de champs, une forêt. Il a même dégoté chez cet agriculteur-éleveur le prêt d'un mouton et d'un tracteur. Je vous fous le vieux là qui curait les chevaux avec. À moins que je mette l'autre avec la cabine, je ne sais pas si vous l'avez vu. Celui avec la cabine, le Renault là. Il n'est peut-être pas assez vieux. L'art de la débrouille vaut aussi quand il s'est agi de financer son projet sur lequel il travaille depuis quand même 3 ans. Après le lâchage d'une boîte de production, il s'est rattrapé aux deniers de la ville de Ponto-Combo et à ceux du Sagette 77 pour boucler son budget. Et le réalisateur ne s'arrête pas là. Pour obtenir une marge plus confortable, c'est cette fois à la générosité de tout un chacun qu'il s'adresse. Tout de suite, mode d'emploi de la plateforme participative. Par exemple, on dit voilà, on se donne 60 jours pour recueillir 2 000 €. Si au bout de 60 jours, on n'a pas atteint cet objectif, bien les comptes sont remis à zéro. C'est-à-dire que les coproducteurs sont, entre guillemets, ne sont pas débités donc, de l'argent qu'ils ont avancé. C'est le cas actuellement, donc on va remettre en route on remet en route cette plateforme pour à nouveau 60 jours pour atteindre cet objectif. Tenace, Antonio l'est assurément, et c'est bien le minimum pour arriver à bout d'un projet de court-métrage si complexe et si ambitieux. Une chose est sûre, en tout cas, le tournage aura bien lieu au mois d'août prochain. Direction la Seine-Saint-Denis à Montreuil avec notre série de portraits de jeunes artistes présents lors du Montreuil Mix Festival. Cette semaine, Culture & Co vous présente Kidzi. Elle a 15 ans, son mode d'expression c'est le rap. Sarah Latorès de TVM Est Parisien l'a suivie lors d'une répétition au Café de la Pêche. Je m'appelle Stécie, mon nom d'artiste c'est Kidzi. Je rappe, ça fait peut-être 5 ans. J'ai commencé quand j'avais 9 ans, 10 ans. Enfin, ça a été vraiment concret à partir de 10 ans. C'est une passion voilà, que j'ai toujours eue. Ça a été transmis de famille en famille, en fait. Même en période de crise, j'ai un message, je le délivre. Plus le temps de faire les pitres, il faut plutôt se faire du bif. Si le silence est une arme, je commencerai à faire taire les rumeurs, les sales commentaires de vos partenaires. Si tu veux tester mon équipe, tu seras choqué. On arrive direct. Je m'inspire des écrivains comme Paulo Coelho, que j'aime beaucoup. Il y a Gros Dash, un rappeur du 9-1, du 91, des Ulysses. Il y a Youssoupha, un rappeur aussi, Oxmo. J'écoute aussi beaucoup de slam, Grand Corps Malade. Je fonce car je pense être un problème pour la France. Dans le rap, moi j'oppresse. J'ai peur de personne sexy. J'ai la voix qui te berce et je suis là pour des belles sommes. J'écris en fait après pour ressentir, pour vivre mon texte. Sinon je vois pas l'intérêt en fait. Et voilà, en fait je peux écrire, je peux mettre 2 mois à écrire un texte, mais je veux vraiment que ce texte-là il sort de mes tripes. Promis, j'ai plus d'estime pour ce pays. 2012 peut-être une fin du monde, son pouvoir c'est marine. Imagine l'anarchie dans nos ruelles, des sans-abri, cette France naïve est en péril. Comment leur faire comprendre que ces putains de violeurs de filles ne méritent pas de vivre? Mais c'est une blague ou quoi? Faut-il qu'on ouvre les yeux à Claire Chazal et nous fait croire qu'Obama a eu la tête d'Oussama? Je regarde les infos parce que voilà, ma mère regarde, mon frère regarde, et même à l'école on en parle beaucoup. C'est comme si c'était, comme ça rendait mon texte plus mature. Ils se rencontrèrent en boîte de nuit. Un verre il lui servit, l'a séduit par des flatteries en lui disant qu'elle était jolie. Très vite il a charmé, très vite elle a succombé. C'est des années après qu'elle vit que les mères restaient fourrées. Donc à 16 ans, elle quitta l'appartement. Le papa et la maman sans doute pour retrouver son prince charmant. Premier enfant, première tromperie, taf de nuit. On repart dans le Val d'Oise, dans la commune de La Roche-Guyon, réputée pour son imposant château. Propriété des La Rochefoucauld, dominée par un donjon médiéval, le lieu est classé parmi les plus beaux villages de France. Au XIXe siècle, ce château est devenu un centre de villégiature et a vu défiler de nombreuses célébrités des arts et des lettres. Visite guidée avec Philippe Pémal de VOTV. Situé sur la frontière entre l'Île-de-France et la Normandie, le château de La Roche-Guyon domine la vallée de la Seine et veille sur le royaume de France depuis plus de 1000 ans.
Suite au traité de Saint-Clair-sur-Epte, signé en 911 entre les Normands et le roi de France, un premier château troglodyte est construit pour protéger l'île de France et l'accès à Paris. Pour compléter le système de défense et renforcer la frontière, un immense donjon est construit à la fin du XIIe siècle. Pour le relier au château, on creuse dans la falaise de Crais un escalier monumental de plus de 200 marches. Il est très difficile à monter parce que les marches sont taillées dans la craie, donc elles sont évidemment glissantes en cas d'intempérie, le bord est irrégulier et elles sont de taille irrégulière, c'est-à-dire qu'elles sont très hautes de toute façon, mais certaines encore plus hautes que d'autres. Cet escalier tourne au cœur de la falaise, on l'appelait parfois d'ailleurs le serpent. Il est donc extrêmement protecteur. Pour accéder à ce donjon construit vers 1180, il faisait au départ 36 mètres. Donc il manque 2 niveaux plus une échauguette qui était à l'intérieur de la tour Crénelé, enfin du haut Crénelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à la Révolution française, on ne voulait plus de nobles, on ne voulait plus de pouvoir dominant, etc. Donc on voyait, à juste titre d'ailleurs, dans le donjon un symbole de la puissance du Seigneur. Donc on a commencé à démolir les donjons un peu partout, dont celui de la Roche-Guyon. On faisait tomber les pierres dans les fossés, qui étaient d'ailleurs ramassées par les gens du village. Donc il y a quelques pierres du donjon dans les maisons les plus anciennes de la Roche-Guyon. Et puis on s'est arrêté en chemin, parce qu'on avait un peu autre chose à faire et puis qu'il était très solide. C'est pour ça qu'il nous en reste encore un bon morceau pour contempler le paysage. Avant qu'on ne détruise son donjon, le château va subir de nombreuses transformations. Au XIIIe siècle, le château troglodyte laisse la place à d'imposantes fortifications médiévales. Mais c'est au XVIIIe siècle, avec le duc Alexandre de la Rochefoucauld, que le château prend sa forme actuelle. Exilé par le roi Louis XV, qui le soupçonne d'une cabale contre sa maîtresse, il est condamné à rester sur ses terres. Assigné à résidence, il met ce temps à profit pour transformer le château médiéval en résidence somptueuse. Sa fille aînée, la duchesse d'Anville, l'accompagne dans son exil. Elle va faire du château un lieu de réflexion et de mise en pratique de l'esprit des Lumières et des physiocrates. Ils ont été malgré tout des pionniers dans l'esprit libéral de ces physiocrates, proches de Turgot par exemple, l'intendant des finances, qui va séjourner à plusieurs reprises au château et qui avait un précepte qui était le suivant: il vaut mieux donner du travail aux gens que leur faire l'aumône. Ce qui reste très vrai à notre époque. Et Madame d'Anville, donc née la Rochefoucauld, va essayer d'appliquer ce précepte dans son domaine en faisant travailler les gens du village, en créant par exemple une filature, une briqueterie, en cultivant la pomme de terre pour faire du pain de pomme de terre les années de disette, en instruisant les enfants, en les vaccinant contre la variole, etc. Donc vraiment à l'avant-garde d'un esprit très humaniste, très ouvert, cet esprit des Lumières tout simplement. La duchesse d'Anville s'occupe aussi des aménagements intérieurs et extérieurs du château. Elle commande à la Manufacture royale des Gobelins 4 tapisseries racontant l'histoire d'Esther, jeune orpheline juive qui devient reine de Perse. Vendues en 1987, ces tapisseries classées monuments historiques seront rachetées et de nouveau exposées en 2001. À l'extérieur, la duchesse crée un magnifique parc à l'anglaise qui serpente le long de la falaise pour finir sur le plateau. Laissé à l'abandon, il en subsiste quelques traces. Elle s'occupe aussi de l'aménagement d'un immense jardin à la française, au pied du château. On y plante plus de 600 arbres fruitiers répartis sur 3 hectares. Abandonné au milieu du XXe siècle, un nouveau jardin est créé en 2004, suivant les plans d'origine du XVIIIe siècle. Et comme à l'époque, on vend ce que l'on produit. Ça fait vraiment partie de l'histoire du château. Donc naturellement, on s'est mis à vendre dans un premier temps les fruits et légumes et après les fruits et légumes transformés. Essentiellement des confitures avec les pommes et les poires du jardin et également des jus de fruits, donc des jus de pommes, des jus de poires, un nectar de poire également. On fait de la soupe avec les courges et depuis très peu de temps, on vend également des produits qui sont issus du Vexin français. Donc à la boutique, vous trouvez de l'huile, de la moutarde, qui sont des produits bio et des produits labellisés pour la plupart. En 1944, la guerre rattrape le château. Commandant en chef des forces de l'Atlantique, le maréchal Rommel s'y installe. Les Allemands occupent la Roche-Guyon et comme des siècles plus tôt, on creuse dans la falaise des cavités pour y stocker des munitions.
On a eu ici la présence du fameux maréchal Erwin von Rommel, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, le fameux renard du désert. Et Rommel avait choisi la Roche-Guyon puisque c'était l'idéal, c'était juste à côté de la Normandie, et c'était pas très loin de Paris, c'était pas très loin de Saint-Germain-en-Laye, donc voilà, c'était pas très loin de la haute-commandante Tours, et c'était finalement un bon compromis. Et puis en plus, avec la falaise ici, on peut installer des postes de DCA évidemment pour tirer sur les Alliés. Donc voilà pourquoi la Roche-Guyon a été choisie comme lieu, comme quartier général donc, du maréchal Rommel pendant la Seconde Guerre mondiale. Lieu d'échange et d'idées, le château accueille aujourd'hui, comme il le faisait il y a 200 ans, des artistes qui s'inspirent des lieux pour créer. Leurs œuvres sont exposées dans les salles ou à l'extérieur du château. Cette demeure chargée d'histoire inspirera aussi le dessinateur Edgar P. Jacobs. Il en fait le centre d'une des aventures des célèbres détectives Black et Mortimer, le piège diabolique. Aujourd'hui comme hier, le château de la Roche-Guyon reste un lieu vivant. En mêlant culture, idées nouvelles et histoire, il renoue avec cette utopie héritée du siècle des Lumières et de la duchesse d'Anville, l'idée que le savoir et la raison rendent les hommes plus libres et heureux. Première idée de sortie dans les Hauts-de-Seine à la Maison des Muses de Rueil-Malmaison. Cette galerie accueille jusqu'au 31 mai les peintures de la jeune artiste chinoise Yu Bu. Elle a étudié les beaux-arts en Chine. Son travail s'inspire de l'imaginaire et de l'iconographie de la peinture traditionnelle chinoise. Pascal Andrieux de Rueil TV nous la présente. Mon nom c'est Bu, B-U, c'est-à-dire marcher. Mon prénom c'est Yue, Y-U-E. C'est la lune, marcher dans la lune. Ces peintures sont à l'image de son nom. Yue Bu est une jeune artiste chinoise formée aux Beaux-Arts de Pékin. Après plusieurs expositions dans la capitale chinoise et à Shanghai, elle a choisi de venir s'installer en France en 2008. La Galerie des Muses, à Rueil-Malmaison, lui permet d'exposer jusqu'au 31 mai ses nouvelles créations. C'est féminin, évanescent, romantique et c'est très doux, j'aime beaucoup. Les visages des courtisanes de la cour impériale chinoise ont longtemps été sa principale source d'inspiration. Cependant, l'essentiel de ces peintures présentées actuellement nous offre la vision de paysages oniriques où l'espace et le temps semblent suspendus. Elle a atteint une sorte de maturité, là on voit dans les derniers tableaux, on peut voir qu'elle a vraiment trouvé son style et sa voix et je pense qu'on entendra parler d'elle dans les années à venir. Exposant maintenant en Chine, en France et aux États-Unis, l'artiste semble effectivement sur la voie de la reconnaissance. Pour elle, le secret de cette réussite tient à sa connaissance de cultures très différentes. Elle mélange les couleurs, mais aussi les idées. Le gris pour moi, c'est plus riche que couleur colorée. Trop coloré, je trouve c'est apparence. Donc pour moi, souvent je peins, c'est plus profond et je cherche le sens intérieur. Ayant l'opportunité de retourner vivre en Chine, elle envisage cette nouvelle étape comme une chance d'approfondir la connaissance de sa propre culture afin de continuer à enrichir sa création. Une deuxième idée de sortie dans les Yvelines cette fois-ci, à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Tous les week-ends jusqu'au 22 juillet, vous pourrez y découvrir les sculptures de Denis Monfleur à la Fondation Coubertin. Cette exposition s'inscrit dans le programme Balade en Yvelines et vous invite à découvrir certaines sculptures monumentales spécialement créées pour l'événement. Johanna Soudry de TV Fil 78 est notre guide. Son nom vous est peut-être inconnu, mais son œuvre, elle, vous est certainement familière. Denis Monfleur est sculpteur et expose depuis plusieurs années sur le territoire saint-quentinois. À La Verrière, par exemple, la sculpture de l'esclave sur le parvis de la médiathèque Aimé Césaire est née de ses mains. Jusqu'au 22 juillet, c'est au musée de la Fondation de Coubertin que l'artiste a installé ses œuvres. J'ai choisi d'abord de créer, et vous le verrez dans les images, des œuvres in situ pour le lieu. Et puis de faire la part belle dans un premier temps aux sculptures monumentales, il y en a 7 qui dépassent les 3 tonnes,
sur l'ensemble du parc, et puis aussi d'habiter le Jardin des Bronzes. Nous sommes un musée qui est consacré à la sculpture du XXe siècle et nous essayons de présenter des artistes qui sont parmi les artistes les plus importants de leur époque. Et il nous a semblé que Denis Monfleur était le représentant de la sculpture française pour le XXIe siècle. Les sculptures de l'artiste en pierre dure, telles le granit ou le basalte, jalonnent les 10 hectares du parc pour une promenade en extérieur qui s'inscrit dans le programme des balades en Yvelines. Le visiteur a le plaisir de voir une exposition de sculpture tout en se promenant dans un parc arboré, dans un grand parc arboré, et donc de découvrir l'œuvre de Denis Monfleur et en même temps des œuvres de prestigieux anciens. Ici, extérieur et intérieur sont investis. J'ai fait une série sur les Sibylles, qui sont des oracles femmes grecques. Et puis j'ai eu aussi la possibilité de mettre en face à face avec des œuvres en taille directe et en bronze de Joseph Bernard, 5 têtes qui sont des hoplites, qui sont en orgue basaltique. L'exposition de Denis Monfleur est à découvrir tous les week-ends jusqu'au 22 juillet. Dernière idée de sortie dans le Val d'Oise, à Auvers-sur-Oise, où se tient dans différents lieux culturels l'exposition Entre ciel et terre jusqu'au 2 septembre. Le musée d'Aubigny, l'orangerie sud du château d'Auvers, la maison du docteur Gachet et la galerie d'art contemporain vous invitent à voyager à travers le temps du 19e siècle à nos jours pour revisiter le paysage et rêver ensemble. C'est un reportage de Sandrine Cardon de VOTV. Auvers-sur-Oise, la ville des impressionnistes, une ville lumière à travers le temps. Du 19e siècle à nos jours, l'exposition Entre ciel et terre dévoile ces paysages sous différentes formes. Sculpture, peinture ou estampes se côtoient pour la 5e saison culturelle de la ville. Cette année, comme un peu tous les ans, plusieurs sites se sont associés pour avoir un thème commun d'exposition dans Auvers. C'est le musée d'Aubigny qui a donné un petit peu l'impulsion en présentant des artistes pré- et post-impressionnistes donc du 19e siècle et du début du 20e siècle, tous axés sur une représentation du paysage. Des paysages qui se voient investis par les sculptures d'alinéa. Ces fleurs multicolores à base de matériaux recyclés prennent place dans le jardin du docteur Gachet. Dans la maison, les estampes de Maya de Mondragon représentent la nature, ce qui est visible et ce qui est caché. L'orangerie sud du château accueille les peintures abstraites de Jean-Paul Agosti. Passionné par l'esthétisme de la nature, le musée d'Aubigny, inspirateur de l'exposition, repart sur les traces des impressionnistes. Le ciel et l'eau sont captés dans une 50aine de toiles. Nous avons associé autour de ces œuvres également des textes d'écrivains montrant par exemple à propos de Baudelaire et de ses critiques d'art sur les ciels, à propos de Maupassant et de ces textes sur l'eau, combien justement ces deux éléments naturels étaient au centre des préoccupations des artistes du XIXe siècle. Des préoccupations reprises par les 6 artistes contemporains exposés à la galerie d'art. 4 lieux unis par le paysage. De l'aube au crépuscule, des fleurs au bateau bravant la tempête, la nature et le lien que la municipalité tisse entre ces différents lieux culturels. Jusqu'au 2 septembre, ces expositions invitent à découvrir les regards d'artistes entre ciel et terre. Et voilà, Culture & Co, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir ces images sur le site internet de Télif, www.telif.tv. Merci aux rédactions des télévisions locales d'Île-de-France et nous, on se retrouve très bientôt.